Alors, le webinaire d'aujourd'hui est sur la thématique de la lutte contre les biais discriminants en entreprise. Donc, c'est notre 4e webinaire de Take Your Place. Pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, Take Your Place, c'est un mouvement qui a été cofondé par la Fondation Mosaïque et Diversity Days pour accompagner les startups à gagner en inclusion. Donc, écoutez, on est très heureux de vous voir aussi nombreux ce matin. Et on va débuter. On a aujourd'hui 3 intervenants et on va commencer tout de suite avec Rakika. Rakika qui est psychologue chez RKS Consulting et spécialisée dans les questions des stéréotypes et leur influence néfaste sur la société. Donc Rakika, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Je vous laisse prendre la parole. Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Alors, j'avais préparé une présentation, mais je pense que je vais faire sans. Je vous l'enverrai, et puis si vous voulez la diffuser, ce sera sans problème. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Raki Kassi, je suis psychologue et docteur en psychologie sociale. Je suis spécialisée sur les stéréotypes et l'impact que ça a sur les personnes, sur les groupes et sur les personnes associées à des stéréotypes négatifs. Et aujourd'hui, j'ai intitulé mon propos « Lutter contre le racisme en entreprise ». Alors, je mets directement les pieds dans le plat et j'aborde les sujets embarrassants, voilà, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, parler clairement des choses. Puisque biais discriminants et stéréotypes en entreprise, c'est très, très large comme thématique. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais me focaliser sur le racisme et l'impact que ça a sur les personnes en entreprise. Alors, je reprends très rapidement ma présentation. Donc, j'aime bien dire que j'ai 3 casquettes. Donc, Si vous voulez présenter vos slides, c'est tout à fait possible. C'est possible. Alors, comment je fais? Alors, c'est en bas à droite, dans Présenter maintenant. D'accord. Une fenêtre, peut-être. Voilà. Alors, si je fais ça, est-ce que vous voyez? Oui, c'est parfait. D'accord. Et si je mets, pardon, excusez-moi, en Voilà, démarrage du de diaporama. diapo. Si je fais comme ça, ça va? C'est parfait. Parfait. Super, d'accord. Alors, donc je reprends ma présentation. Donc, j'aime bien dire que j'ai 3 casquettes. Donc, je suis à la fois chercheuse, psychologue et formatrice et consultante. Chercheuse parce que c'est ma formation. Donc, j'ai un doctorat en psychologie sociale. Donc, la psychologie sociale, c'est la science qui permet de comprendre et d'expliquer les phénomènes sociaux d'un point de vue psychologique. Et j'ai étudié les stéréotypes, les préjugés et l'impact que ça a sur, en l'occurrence sur les femmes d'un côté et sur les Noirs de France, sur la performance et l'état émotionnel. Je continue à être chercheuse, pour moi c'est un état d'esprit, donc, je continue à élaborer, à écrire, à partager. Je suis psychologue, donc c'est mon métier. J'ai un cabinet de consultation où je reçois les personnes individuellement et en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui vivent du racisme au quotidien ou au travail et donc mon travail tourne aussi autour de ça. Je suis aussi consultante et formatrice à mon cabinet, RKS Consulting, où j'interviens auprès d'entreprises ou collectivités, où je fais des formations sur plein de sujets différents, diversité, stéréotypes, préjugés, discrimination, management inclusif, racisme, etc. J'ai préparé un petit sommaire. Alors, premièrement, je suis un peu stressée par le temps parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'aller vite. Le racisme impacte les relations en entreprise. Ensuite, on fera un focus sur le harcèlement discriminatoire. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques conseils et bonnes pratiques. Alors, le racisme impacte les relations en entreprise. Comme je le disais, on commence par, je choisis volontairement de mettre les pieds dans le plat et d'aborder des sujets qui nous mettent un petit peu mal à l'aise, en tout cas ici en France. Aux États-Unis, c'est un peu différent ou dans d'autres pays, mais ici, ça nous met toujours un peu mal à l'aise de parler, voilà, des origines ethniques et de l'impact que ça a dans les relations interpersonnelles et voilà. Et quand on parle de racisme, très brièvement pour que l'on soit tous au même niveau, on parle d'une idéologie qui a 2 postulats. Premièrement, la hiérarchisation des races entre guillemets, hein. Donc des groupes, humains et dans cette hiérarchisation, on a au-dessus, les blancs, tout en bas, on a les noirs, au milieu, on a tous les autres et donc
Donc selon ce postulat, les blancs sont meilleurs, plus intelligents, plus beaux, et cetera, et puis progressivement ça se dégrade en termes de qualificatifs. Donc premièrement, hiérarchisation des races, deuxièmement, essentialisation, c'est-à-dire que les races, les groupes humains sont fondamentalement différents entre eux. D'accord? Un noir est fondamentalement différent d'un blanc, et cetera. Donc ce sont ces 2 postulats, et de cette théorie du racisme découlent donc des stéréotypes, des préjugés, des discriminations. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet des stéréotypes, préjugés et discriminations. Je pense que les autres intervenants en parleront. Pour faire court, les stéréotypes, ce sont des croyances partagées, donc qui sont associées à un groupe donné, par un autre groupe donné. Très simplement, par exemple, on dit que les Français sont chauvins, les Américains sont gros, les Anglais, je ne sais pas, ont un humour particulier, et cetera. Donc, chaque groupe a des croyances sur un autre groupe. Et ces croyances, portent donc sur, les comportements, sur, le physique, sur les mœurs, et cetera. Et ces croyances peuvent être positives, négatives ou neutres. Donc de ces croyances découlent des préjugés, donc ce sont des attitudes plutôt négatives, hein. Nous, en psychologie, on dit que c'est négatif. Donc c'est-à-dire que je vais être négativement disposée envers une personne. Je vois une personne, arabe arriver, je me dis: «Oh là là, il va pas enfin, ça va pas être un très bon collaborateur ou alors je vais devoir faire attention». Donc c'est ça un préjugé. Donc c'est très, personnel, en fait, c'est dans mon ressenti. Les discriminations, ce sont plutôt des actes, donc des, traitements inégal, traitements, injustes envers une personne en raison de bon, on a 25 critères de discrimination actuellement, donc là, si je reste sur l'origine, en raison de son origine, voilà. Comment est-ce que le racisme impacte, les relations en entreprise? Alors, cette idéologie du racisme impacte toute la société et toutes les relations, humaines, interpersonnelles, intergroupes, que ce soit du point de vue économique, social, à tous les niveaux. Et là, je me focalise vraiment sur l'entreprise parce que c'est notre propos du jour. Et pour moi, j'identifie, au moins 3 aspects différents. Dès le départ au recrutement, c'est-à-dire que je vais faire des choix, discriminants dès le tri des CV, c'est-à-dire que chaque information, peut être objet de discrimination. Donc, à partir du nom, de la photo, de l'adresse, de l'école, par laquelle je suis passée. Donc chaque information est susceptible de provoquer des comportements discriminants. Donc des biais cognitifs également, ce sont des distorsions du jugement. Donc il y a énormément de biais, il en existe plus d'une centaine, mais si je devais en citer un, par exemple, l'effet halo, par exemple, l'effet halo, c'est le fait qu'une information va complètement, influencer ma manière de voir les autres informations. Je vais voir que la personne sort de telle école, waouh, c'est une école extraordinaire, donc forcément je vais interpréter tout de manière positive. Inversement, une seule information négative peut, donner une couleur négative aux autres informations. Voilà, donc on a, l'impact de ces stéréotypes et des préjugés dès le tri des CV, au moment des entretiens. Là, je parle très rapidement de l'effet Pygmalion qui est l'impact de mes attentes sur l'autre. C'est-à-dire que je vais voir une personne arriver en fonction de son origine, de son sexe, son âge, son handicap ou autre. Je vais avoir une attitude, enfin, je vais avoir des préjugés qui vont impacter forcément mon comportement envers cette personne. Soit je vais être moins disposée enfin, je vais l'accueillir d'une manière plutôt négative, ne pas la regarder dans les yeux, hem et renvoyer des signaux négatifs et en retour, cette personne, va répondre à mes signaux négatifs par des signaux négatifs et ce qui va confirmer mes attentes. Je vais me dire: «Bon, bah, finalement, elle est pas si intéressante que ça, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant dans son profil». Voilà. Donc ces croyances et ces stéréotypes découlant du racisme influencent également, tous les aspects, hem dans l'entreprise. Donc là, j'ai mis négociation salariale parce qu'il y a des personnes auxquelles, on n'accorde pas des salaires très élevés. Là, j'ai mis évolution de la carrière, un traitement inégalitaire dans l'évolution, des freins à la promotion, aux primes, et cetera. Donc juste pour vous donner un exemple, sur ce sujet-là, j'ai une personne, que je suis depuis un petit moment, qui travaille dans une très grande entreprise française et
et qui est la meilleure de son équipe et ils sont 4, c'est la seule femme, bon, la seule noire également de l'entreprise et elle rapporte un chiffre d'affaires, 10 à 15 fois plus élevé que ses collègues et elle a le salaire le moins élevé et elle on lui refuse sa promotion. Voilà, par exemple. Ensuite, intégration et inclusion, là j'ai mis blague et harcèlement discriminatoire sur lesquels je vais me focaliser un petit peu. Alors, quand on parle de stéréotypes, préjugés, discrimination et cetera, il faut savoir qu'il y a une coexistence de 2 mouvements. Donc le premier, c'est le mouvement du percevant vers la cible. Je vais faire très schématique, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, par exemple, une personne blanche qui regarde une personne noire, donc cible de stéréotypes négatifs. Et là, on a, là, j'ai mis catégorisation sociale, stéréotypes, préjugés, biais dont j'ai parlé tout à l'heure, discrimination, harcèlement. Mais il y a un autre mouvement dont on ne parle pas, enfin, qui est très mal connu, c'est un mouvement qui est, de la cible vers la cible. C'est-à-dire que moi, toute seule dans mon coin, sans être forcément en contact avec les autres, en sachant les stéréotypes et les préjugés qui sont associés à mon groupe, je vais avoir peur de les confirmer. D'accord? Donc là, on parle d'effet de menace du stéréotype, je vais mettre en place des stratégies auto-handicapantes pour ne pas y arriver et cetera. Je manque de confiance en moi. Un petit focus sur la menace du stéréotype qui est la crainte de confirmer le stéréotype associé à son groupe. Donc ça, c'est un gros sujet sur lequel j'ai fait ma thèse, mais je vais passer très rapidement. Je vais vous donner juste des exemples, comment est-ce que ça se manifeste au quotidien. Donc là, je vous ai mis des verbatims de personnes que j'avais interrogées. Une personne qui dit, par exemple: «Je fais toujours en sorte d'arriver au travail à l'heure, voire 10 minutes avant pour montrer que je ne suis pas comme les autres noirs, que moi je sais être ponctuelle». Donc je m'adapte en fait en fonction des stéréotypes et des préjugés que les autres ont sur mon groupe et donc je vais adapter mon comportement pour ne pas les confirmer parce que comme tout être humain, j'ai envie d'avoir une image positive de moi-même. Voilà. Donc une autre personne dit: «Il ne faut pas que je parle fort au téléphone», par exemple dans le train, sinon on va dire: «Bah, la noire elle se met à l'aise, elle n'a aucune éducation, elle ne sait pas se tenir». Je me lave tout le temps le corps, ils aiment bien dire que les noirs ont des odeurs spéciales. Donc ce comportement est vraiment basé sur les stéréotypes, sur donc les croyances qui sont associées au groupe. Les gens pensent que les noirs ont des odeurs spéciales et donc je vais faire attention à sentir bon. Je vais faire attention à mettre en vue, mes mains quand je vais dans un magasin pour ne pas qu'on me prenne pour une voleuse. Je vais faire attention à parler très doucement parce que sinon on va dire que je suis agressif. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui peut aussi influencer beaucoup, le bien-être d'une personne en entreprise. Je fais un petit focus sur le harcèlement discriminatoire. Alors, je reprends mon schéma, hein, du percevant vers la cible ou, les effets sur la cible. Là, je me focalise sur le premier mouvement, du percevant vers la cible et là, on a un effet on peut avoir du harcèlement discriminatoire. Alors, on en parle très, très peu, mais il existe des dispositifs législatifs, contre le harcèlement discriminatoire en entreprise. Le défenseur des droits a écrit quelques papiers dessus. Il y a de la jurisprudence dessus. Alors, le harcèlement discriminatoire est défini comme ça. Donc, c'est tout agissement lié à. Donc là, j'ai mis motif prohibé, c'est-à-dire que là, on peut remplacer cet élément par l'un des 25 critères de discrimination. Subi par une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc, c'est une définition qui regroupe à la fois le harcèlement moral, le harcèlement et la discrimination. Et donc, je vais essayer de passer vite. Donc, un agissement à l'encontre d'une personne, donc salarié ou agent public. Là, on parle d'agissement verbal ou non verbal, c'est-à-dire des blagues sur l'origine, sur le physique, sur les mœurs de la personne. Ça peut être du non verbal, ça peut être de l'ignorance, ça peut être des agissements comme le fait de mettre, je sais pas moi, des images directement sur le bureau de la personne. Enfin, ça peut être plein de choses, donc liées à un motif prohibé par la loi et qui a pour objet ou pour effet, et ça c'est très important, de porter atteinte à la dignité de la personne. Je vais vous donner, des exemples, après. Donc l'intention ne compte pas, c'est-à-dire que les personnes peuvent dire: «Oh, c'est juste une blague, pourquoi tu le prends mal?» et cetera. Alors que ça crée réellement un mal-être chez la personne, concernée et j'ai mis un acte unique peut suffire, mais là, c'est au niveau législatif, c'est-à-dire qu'à partir d'un premier acte, on peut porter plainte. Et ça a des réelles conséquences psychologiques, donc stress, anxiété, isolement, manque de confiance en soi, évitement, et cetera.
Et donc, l'impact psychologique est très important à évaluer. Donc, c'est comme ça que le juge dira s'il y a harcèlement ou pas. Et le problème, en réalité, je mets un peu mon focus là-dessus, ce n'est pas vraiment le fait de faire des blagues, hein. On peut faire des blagues sur tout et n'importe quoi en entreprise. On ne dit pas stop à tout, mais à partir du moment où je suis consentant, ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. Mais si je ne suis pas consentant et que ça me met mal à l'aise, dans ce cas-là, il va falloir arrêter. C'est comme pour le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il ne nous viendra pas à l'idée de harceler une femme en entreprise, hein, même si ça se fait encore. Mais du moins, c'est un sujet sur lequel on parle beaucoup. Mais le harcèlement discriminatoire, on en parle vraiment très, très peu. Et le problème, c'est l'engrenage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les faits commencent et que la victime en parle à son manager ou à la direction et que la direction n'apporte aucune réponse, ignore ou nie complètement la réalité, là, il y a un effet, il y a une espèce d'effet boule de neige, d'engrenage, et la victime, ce qu'on observe en fait, c'est que la victime est traitée ensuite comme une coupable. C'est-à-dire que vous plaignez d'un comportement malveillant de vos collègues, on ne vous écoute pas, vous vous isolez et on vous dit: «Mais pourquoi est-ce que vous vous isolez? Pourquoi est-ce que vous ne dites plus bonjour?» Et donc voilà. Et il y a des conséquences, effectivement délétères pour la victime, que ce soit au niveau de la santé, bien sûr, des arrêts maladie à répétition et licenciement ou démission. Donc j'ai vu également des cas de licenciement pour les personnes qui ont révélé des cas de harcèlement. Alors je vous ai mis ici, un exemple, le cas de Vanessa, donc une personne que je suis en ce moment, qui est, dans le public. Alors je sais que ici on a des petites entreprises, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc Vanessa travaille au service des marchés publics d'une grande institution française. Donc au début, ça commence par des remarques de son collègue d'origine antillaise. Donc là, je le précise parce que le harcèlement, moral, discriminatoire ou le racisme en entreprise, ce n'est pas simplement le fait des blancs vers les noirs ou, enfin, c'est pas parce qu'il y a une hiérarchisation que ça se passe, uniquement comme ça. Donc toute personne peut être, à l'origine d'agissements, racistes envers une autre personne, même s'ils ont la même origine, d'accord? Donc il commence par des blagues sur les Africains, sur sa tenue, sur ses goûts et donc petit à petit, ces remarques donc dérangent, Vanessa, elle s'en plaint à son supérieur. Il ne réagit pas, il rit aux blagues racistes et il va un jour un peu plus loin en disant: «De toute façon, j'aime pas les noirs». Donc Vanessa le prend mal. Elle s'isole, elle ne leur dit plus bonjour, ils l'ignorent, ils ne mangent pas ensemble, il n'y a pas de réunion entre l'équipe. Elle s'en plaint à la direction qui ne fait rien, elle s'en plaint au défenseur des droits avec tous les faits et cetera. Et là encore, comme je disais, au début, le racisme heu, influence pardon, toute la société. C'est-à-dire que même au niveau des défenseurs des droits, vous pouvez tomber sur une personne qui ne va pas vraiment prendre la mesure de ce que vous dénoncez. Donc là, la direction n'agit pas, donne le bénéfice du doute au manager ou a même, en ce moment, des comportements plutôt infantilisants, lui demandant de mettre en copie, le directeur à chaque fois qu'elle, parle à son manager. D'autres agissements, très récents, enfin, où, elle envoie des mails, des questionnements sur son travail et personne ne lui répond. Donc voilà, on la traite comme une coupable et on lui fait croire qu'elle est l'élément perturbateur, du service. Voilà. Donc à ce jour, aucune réunion, aucune confrontation, aucune formation du service sur les discriminations et donc elle va, intenter une action en justice. J'ai mis le cas de Marilyn, mais c'est trop long, donc je vais passer directement aux bonnes pratiques en entreprise. Alors les entreprises et les dirigeants ont obligation de sécurité et de prévention, auprès des salariés. Donc ne pas oublier que la santé mentale, ça fait partie des risques psychosociaux et donc pour éviter les dérives, je vous mets quelques conseils que j'ai repérés. Donc se former premièrement sur ces sujets. Hem, avec la formation, je pense qu'on peut désamorcer beaucoup de situations, on peut les repérer et puis informer, agir. Donc se doter d'une cellule anti-harcèlement. Alors dans les startups, je ne sais pas si on peut faire une cellule anti-harcèlement, mais du moins si une personne peut être formée au harcèlement et à la discrimination, je pense que ça peut être, d'une grande aide. Donc informer et former les collaborateurs puisque, parfois on a des formations chez les managers, mais les collaborateurs ne sont pas au courant. Donc tout le monde en réalité devrait être, formé pardon, au respect d'autrui, à la culture inclusive. Donc il ne suffit pas de mettre, des gens différents ensemble, il faut aussi que ce soit accompagné par des actions inclusives, permettant à chacun, donc j'ai mis d'être soi-même. Au même titre que le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, on a beaucoup d'actions en ce sens. Être à l'écoute, donc éviter le déni si une personne vient vous voir pour ce sujet-là.
éviter d'ignorer en se disant bon, de toute façon, ça va passer, et être attentif et observateur, comme pour les cas de harcèlement sexuel et agissement sexiste. C'est-à-dire si vous repérez un collaborateur qui commence à s'isoler, qui évite un autre collaborateur, qui ne vient plus aux réunions, qui ne répond pas, enfin voilà, être assez observateur. Et agir en fait. Voilà, il faut agir puisque si vous laissez la situation, s'envenimer, ça se retournera forcément contre l'entreprise, il y aura une mauvaise ambiance et forcément les performances économiques, en pâtiront. Donc confronter, faire une enquête interne ou externe, sévir, donc prendre les décisions, les dispositions pour mettre fin à la situation, pour le bien-être de l'entreprise et pour le bien-être de tous les collaborateurs. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que j'ai respecté le temps. Un grand merci, Rakika. Est-ce que vous avez des questions concernant le harcèlement, le respect d'autrui, peut-être sur la formation? Alors oui, j'ai une question. Laurent Salomon, donc je suis bourré de stéréotypes, a priori. Je suis grand, noir, antillais, j'aime beaucoup rire, etc. Machin. J'ai une question quant à notre positionnement en recrutement. Comment est-ce qu'il y a des outils ou de l'aide, en tout cas pour passer les entretiens, pour justement ne pas tomber dans les biais dont vous parliez tout à l'heure, parce que ça reste humain de réagir négativement, positivement à des stéréotypes qu'on cultive, qu'on a ou etc. Ma question se porte vraiment sur parce que depuis qu'il y a les MeToo, George Floyd, etc. Donc il y a une recrudescence de ce genre de support, d'alerte, etc. Mais comment faire pour ne pas tomber dans l'exercice inverse? Parce que, et du coup je touche du bois, je n'ai jamais vraiment souffert de ce racisme. Et dans les équipes techniques, c'est souvent rare, à ma connaissance en tout cas, parce qu'on travaille dans le web, donc sans limite de frontières, etc., avec des limites non plus de recrutement. Donc généralement, les équipes profitent d'une grande mixité, mais comment faire pour ne pas tomber dans le positionnement inverse, où on va être tenté justement d'aller vers plus de mixité qui n'aurait pas été le réflexe premier quand on reçoit un candidat et un autre, et comment on s'assure de ne pas être toujours focus en fait sur les compétences qu'on recherche, etc. Voilà, je suis désolé pour la question super longue, mais c'est un truc qui m'inquiète un peu pour passer de boîte en boîte avec le même sujet et voir les différentes décisions qui vont dans un sens ou dans l'autre. Voilà, comment s'assurer qu'on va dans la bonne direction, notamment dans le recrutement, pour pas tomber dans une espèce de discrimination positive. En fait, on va recruter plus de femmes, on va recruter plus de noirs, et s'écarter du sujet qui est on va recruter avant tout un candidat avec un potentiel et des compétences. Merci pour votre question. Effectivement, les stéréotypes sont partagés par la société et donc tout le monde a à peu près les mêmes croyances sur les mêmes populations. Alors, je vais essayer de répondre à votre question en deux temps. Donc, comment éviter les biais? Étant donné que ce sont des stéréotypes, agissent très rapidement, très rapidement. Et donc, si vous manquez de temps, vous allez avoir d'autant plus de chances de tomber dans les stéréotypes. Et donc, il faut prendre un peu plus le temps de réaliser le recrutement. Comment ne pas utiliser ces biais en faisant un recrutement à plusieurs, sachant que nous avons plusieurs points de vue différents et les confronter. Ensuite, comment ne pas tomber dans l'inverse en se disant bon, il faut absolument que je prenne plus de femmes, plus de noirs, plus de femmes noires, pourquoi pas, plus de mixité. Il faut rester focus sur votre objectif, c'est-à-dire prendre un collaborateur qui soit, une collaboratrice qui soit compétent, donc se focaliser sur les compétences. Et enfin, je vois pas concrètement. Bien sûr qu'on peut tomber dans les biais en se disant bon, comme il n'y en a pas beaucoup, je vais en prendre. Mais si la personne n'est pas compétente, c'est contre-productif. Donc, restez peut-être focalisé sur votre objectif de prendre un collaborateur compétent d'abord et avant tout.
Et peut-être pas culpabiliser de ne pas prendre la personne noire, peut-être que c'est ça aussi. C'est-à-dire, si vous avez 3 ou 4 3 ou 4 candidats, vous dire que bah, si je prends pas la personne qui vient d'une minorité, ce serait mal. Ben non, finalement, non, parce que vous focalisez d'abord sur les compétences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout à fait d'accord. Un grand merci, Rafika, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour votre intervention. On va du coup prendre la suite du webinaire avec Pete Stone. Pete Stone qui est fondateur de Just Different. Il est expert biculturel, vu qu'il est franco-britannique, sur la diversité, l'inclusion et la non-discrimination. Donc, Pete Stone, on vous laisse prendre la parole. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui levait la main. Non, oui. J'y vais, Mélanie, ou Oui, allez-y. Tu veux que je finisse à quelle heure, vu qu'on est un peu en retard? Dis-moi à quelle heure qu'il faut que je finisse et j'ajuste en fonction de l'heure que tu me donnes. Si tu peux prendre une dizaine de minutes, ça serait super, mais... Ok, je vais faire ça. Enfin, je vais essayer de faire ça. Comme tout le monde qui me connaît sait, la notion de... j'ai un peu de tendance à parler beaucoup, donc je vais essayer de ne pas parler beaucoup. Donc bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous. Donc, merci Mélanie. Merci à Raki pour votre présentation super intéressante. Donc, je vais compléter un peu ce que Raki a dit et aller un peu plus loin avec quelques exemples sur le sujet du handicap. Mais comme Raki a si bien dit, de toute façon, toute cette notion de stéréotype, ça concerne tout type de catégorie. Et donc, tout ce que je vais dire, ça s'applique à n'importe quelle catégorie. Je voulais juste aussi dire bonjour aux gens que je connais. Donc, bonjour Saïd, bonjour Anthony et bonjour Catherine. Alors, pour les stéréotypes, tout commence avec la notion de catégorisation. Chaque fois que nous rencontrons des gens, les personnes qu'on rencontre, on met dans des catégories avec d'autres personnes qui leur ressemblent. On met des gens dans des cases. Et c'est une des choses, je pense, qui est le plus fondamental à comprendre sur la notion de stéréotype, c'est qu'on ne peut pas ne pas catégoriser. C'est la manière dont nos cerveaux fonctionnent. On peut entrer dans le détail de ça, mais le truc le plus important, c'est qu'on rencontre quelqu'un, on met la personne qu'on rencontre dans une case avec d'autres personnes qui leur ressemblent, et ce processus est normal, naturel, nécessaire. C'est la manière dont nos cerveaux fonctionnent. Et il fait ça avec des stéréotypes, qui sont les attributs qu'on associe à la catégorie. Donc, par exemple, moi, je suis anglais et comme Raki a dit, j'ai donc un humour un peu particulier, ce qui d'ailleurs qui est vrai. Mais, très important, c'est pas parce qu'on a un stéréotype sur une catégorie que ce stéréotype est forcément vrai. Effectivement, je suis anglais, catégorie, j'ai un humour un peu particulier. Ça, c'est vrai, mais croyez-moi, il n'y a pas tous les anglais qui ont un humour particulier. Il y en a qui n'ont pas d'humour du tout, d'ailleurs. Après, la notion de préjugé, c'est l'évaluation, le jugement qu'on associe au stéréotype et donc à la personne qu'on a mis dans une catégorie. Et là, je pense qu'une des choses qui est importante de se rendre compte, c'est que le préjugé, même si en général on pense que c'est toujours négatif, c'est pas toujours négatif, ça peut être positif. Et je vais donner quelques exemples dans un instant. Mais ce qui est important avec le préjugé, c'est que c'est juger quelqu'un basé sur le stéréotype qu'on a, sur le cadre dans lequel on a mis la personne. Donc, ça veut dire qu'on juge un individu, non pas comme un individu, mais comme appartenant à une catégorie. Et pareil, Raki a parlé très rapidement, et on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est vraiment important. La notion d'essentialisation, on peut avoir tendance à réduire quelqu'un à une seule catégorie et de voir cette personne uniquement à travers cela. Donc, dire que Pete est anglais et donc il est comme ça, parce qu'il est anglais. Mais la vie est un peu plus compliquée que ça, parce que le fait que je sois anglais, ça peut déterminer un certain nombre de choses de qui je suis. Et en plus, on n'est pas tous pareils. Mais en plus, je ne parle qu'anglais. Je suis aussi un homme, mais ça ne me définit pas complètement non plus. Je suis une personne handicapée, ça ne me définit pas complètement non plus. J'ai des peaux blanches, ça ne me définit pas complètement non plus. Et donc, vraiment, cette notion de catégorisation, stéréotype, préjugé, c'est se rendre compte que à partir du moment qu'on utilise nos préjugés sur juger des gens, on juge des gens en fonction d'une ou plusieurs catégories et on ne juge pas les gens en fonction des individus qui sont. Et effectivement, comme Raki a dit, à la fin, ça peut influencer nos décisions. Et si cette décision est basée sur un des critères prohibés par la loi, donc le défenseur des droits effectivement dit 25, moi je parle toujours de 23 parce que dans le code pénal il y a 23. Donc 23, 24, 25, ça dépend où on prend des chiffres. De toute façon, il y a un certain nombre. Et si je passe une décision sur des préjugés basés sur des stéréotypes, basés sur une des catégories qui est prohibée par la loi, non seulement c'est pas une bonne décision, mais en plus c'est une discrimination et donc prohibée par la loi. Alors, je donne un exemple qui me concerne directement, qui est l'exemple des personnes handicapées. Donc, je suis une personne handicapée, donc j'en parle en connaissance de cause. Stéréotype courant, elles ont un niveau de formation inférieur à la moyenne. OK, très bien.
À partir de ce stéréotype, on parle d'un préjugé elles sont donc moins compétentes que des personnes non handicapées. Donc là, je juge la personne, je ne sais pas si la personne est compétente ou non, mais je juge la personne basée sur mon stéréotype. Et à la fin, je vais avoir une discrimination je ne vais donc pas recruter cette personne handicapée. Parce que je suppose que cette personne est moins compétente que les autres, parce que j'ai un stéréotype sur la catégorie de personnes handicapées. Donc ça, c'est comment ça marche. Je mets des gens dans des cases. J'ai des stéréotypes associés aux cases. Les préjugés, c'est les jugements, l'évaluation par rapport à cela. Et à la fin, si on ne fait pas attention, par définition, on va de nos préjugés à une discrimination qui est par définition, encore une fois, illégale. Et de toute façon, même si c'est légal, parce qu'un jugement basé sur un préjugé peut être légal, je vais donner un exemple dans un instant, même si c'est légal, c'est jamais une bonne décision parce que c'est toujours une décision basée sur la catégorie de la personne et non pas l'individu. Deuxième exemple, toujours sur personnes handicapées, je vais vite. Stéréotype, cette fois-ci, elles ont dû surmonter de nombreuses difficultés. Intéressant, c'est pas pareil ce stéréotype-là. Donc sur le même catégorie, on a plein de stéréotypes différents. Ce stéréotype-là amène un autre préjugé qui est elles sont donc persévérantes et courageuses. Donc là, on est sur un préjugé qui est positif. Mais ce préjugé positif, c'est pas mieux que les préjugés négatifs, sauf que c'est plus sympa pour nous, oui, mais ça m'enferme quand même dans une catégorie avec un jugement basé non pas sur moi, individu Pete, mais sur le fait que je suis une personne handicapée. Et la discrimination, à ce moment-là, ça peut être, je vais donc recruter cette personne handicapée pour créer une ambiance positive de mon équipe. Alors, si on peut dire c'est une discrimination positive, j'aime pas trop le terme, mais on peut appeler ça si on veut. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si je base ma décision sur le fait que les personnes handicapées sont persévérantes et courageuses, c'est toujours une mauvaise décision. Parce que je ne sais pas si la personne qui est face à moi est vraiment persévérante et courageuse ou non. Et je ne peux pas le savoir si je ne vais pas au-delà de mes préjugés. Okay? Alors, moi, j'adore Shrek et j'ai regardé avant-hier avec mon petit-fils, encore une fois. Donc, j'adore les films de Shrek. Et dans le premier, Shrek dit They judge me before they even know me. Ou avec mon accent français, They judge me before they even know me. Donc, j'arrive à faire un accent français quand je parle en anglais, mais malheureusement pas quand je parle en français. Bon, passons. Donc, Shrek, il comprend très bien comment ça marche. Il me juge avant même de me connaître. Ça, c'est la notion de catégorisation stéréotype et préjugé. Tu vois un mec comme ça, par définition, tu mets dans une case et tu mets des stéréotypes. Le préjugé, c'est il ne doit pas être très sympa parce qu'il ressemble à un ogre. Et effectivement, c'est un ogre. Bon. Sauf que, si on a vu le film Shrek, on sait que c'est un mec qui est bien. C'est un mec qui est vachement sympa. Donc, ça veut dire très clairement que baser nos jugements sur les préjugés va toujours être une mauvaise décision parce qu'un préjugé n'est jamais un jugement sur l'individu. C'est basé sur l'appartenance à une catégorie. Et à moins que les catégories soient 100% homogènes, tout autant, on va forcément se planter. Et encore une fois, non seulement discriminer, mais en plus prendre une mauvaise décision. Donc, le message clé pour moi, c'est qu'il faut toujours aller au-delà de nos stéréotypes et préjugés. Toujours. Il faut voir l'individu qui se cache derrière. Et derrière l'apparence de Shrek, il y a un individu qui est un mec qui est sympa. Sauf que si on s'arrête sur nos préjugés, par définition, on va le juger en fonction de son apparence. Et là, on va avoir un problème, encore une fois. Mauvaise décision, discrimination. Dit autrement, ne jamais fonder une décision sur un préjugé, même légal. Et pourquoi je dis même légal? Je dis ça parce que si je me prends ma casquette britannique, il y a un préjugé qu'on utilise beaucoup, notamment dans le recrutement, mais pas uniquement dans le recrutement, y compris de promotion un certain nombre de fois, ou jusqu'à un certain point. On base beaucoup de décisions de recrutement sur un préjugé qui est basé sur une catégorie qui est entièrement légale, qui est l'école. Je ne parle pas d'université, je ne parle pas de vulgaire, mais il y a le nombre de boîtes en France qui basent leur recrutement sur quelle école la personne a fait, c'est juste hallucinant. Et on sait, une des choses qu'on sait, c'est que si on veut avoir des entreprises qui sont plus diverses, qui sont plus inclusives, à un moment donné, il faudrait aller peut-être au-delà des diplômes des personnes et juger les gens en fonction de quoi? En fonction de leurs compétences. Donc, il faudrait toujours être en fonction des compétences, y compris comportementales, parce que souvent, quand on parle de compétences, on parle de compétences techniques. Mais honnêtement, en général, ce qui fait vraiment la différence entre les gens, c'est pas les compétences techniques. Évidemment, c'est important. Mais souvent, c'est le savoir-être qui fait la vraie différence entre les gens. Et tu peux avoir une personne avec un diplôme extraordinaire et une personne sans diplôme du tout. Mais croyez-moi, ce n'est pas la personne qui a le diplôme extraordinaire qui va forcément avoir les compétences qu'on cherche par rapport à un poste. Et si on était capable vraiment de juger les gens en fonction de leurs compétences, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de l'école. Alors, c'est pas bon pour les gens qui ont fait HEC, qui ont fait X, etc. OK. Mais normalement, on devrait pouvoir juger en fonction de leurs compétences. Donc, j'ai passé avec un chercheur qui disait de manière un peu ironique, mais pas entièrement, que les entreprises ont
on externalisé l'évaluation des candidats à l'éducation nationale, les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Parce que concrètement, au moins pour les jeunes diplômés, au moins pour les débutants, on a tendance à juger les gens non pas en fonction des gens qui sont, parce qu'on a un peu de mal à faire, donc on juge en fonction de leur diplôme. Ben ça, c'est basé sur un préjugé que telle personne de telle école va être meilleure que telle personne de telle autre école. Et que de toute façon, par définition, dans ce pays que j'adore, je suis français maintenant, donc je n'aurais jamais devenu français si je n'aime pas ce pays, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faudrait voir. Et encore une fois, cette notion de l'hégémonie des diplômes, je pense que c'est un vrai frein pour beaucoup de gens, et je pense que c'est un frein pour la performance des entreprises. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour domestiquer nos stéréotypes? Donc, Raki a dit en partie, donc je répète un peu, mais la première chose, c'est avoir le courage d'accepter nos stéréotypes et réduire l'influence. Si on n'a pas le courage d'accepter le fait qu'on a des stéréotypes, on ne peut pas ne pas avoir des stéréotypes. Et analyser, essayer de réfléchir là-dessus, mais on ne va jamais pouvoir avancer sur le sujet. Donc, il faut accepter que c'est normal de catégoriser, c'est normal d'avoir des stéréotypes. Ce qui n'est pas normal, c'est d'utiliser nos stéréotypes et nos préjugés pour prendre nos décisions. Donc ça, c'est un vrai travail sur soi, d'acceptation, le fait qu'on n'est pas parfait, que notre cerveau, même si c'est un organe absolument extraordinaire, n'est pas capable tout de suite de juger les gens en fonction des individus qui sont, on juge les gens en fonction des catégories dans lesquelles on les a mises. Donc accepter cette notion de on n'est pas parfait, quoi. Après, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ceux qui veulent vraiment essayer d'aller plus loin sur le sujet, les tests d'Harvard, ce qu'on appelle les tests des TI, des tests associés implicites, ça ne mesure pas tout à fait des stéréotypes, ça mesure ce qu'on appelle des biais, donc soit positifs, soit négatifs envers des populations. C'est intéressant de faire. Ce n'est pas des stéréotypes, parce que le stéréotype, c'est un contenu ici, c'est juste un peu plus ou moins, mais ça permet de pouvoir savoir si on a des biais en faveur ou contre certaines populations. Préserver nos ressources physiques et mentales, c'est essentiel. C'est-à-dire que le plus on est physiquement, mentalement fatigué, le moins de capacités cérébrales on a dédiées à évaluer des gens. Donc, quand on est physiquement, mentalement fatigué, on utilise plus de stéréotypes que quand on ne l'a pas. Donc, moi, de temps en temps, quand je fais des formations, les gens écoutent ce que je dis. Ce n'est pas tout le temps le cas. Mais j'étais dans le Comex d'une boîte avant Noël. Et j'étais avec eux le jeudi. Et je leur dis ça. Et le lendemain, ils avaient toute une journée ensemble. Et la dernière chose qui était sur l'ordre du jour, c'était un people review, un passage en revue des différentes personnes dans l'entreprise pour voir où ils allaient évoluer. Et le PDG, on arrive le matin en disant, donc, si on écoute ce que Peter a dit hier soir, il dit il faut être complètement disponible pour juger des gens mieux comme individu et pas avec les stéréotypes. Donc, il a changé l'ordre du jour. Il a fait le people review en début de journée. Donc, on peut trouver des moments dans lesquels on est plus capable d'utiliser moins de stéréotypes. Augmenter sa connaissance de l'autre, ça veut dire que le plus on connaît un groupe, le plus on se rend compte que le groupe est toujours composé de gens qui sont différents. Personne handicapée, c'est un super bon exemple. Une personne handicapée peut être une personne avec un problème de dos et plein d'autres choses jusqu'à quelqu'un qui est tétraplégique en fauteuil. Ça peut être quelqu'un qui est dyslexique jusqu'à quelqu'un qui a une maladie mentale très sévère. Et tout ça et plein d'autres choses. Donnez-moi un stéréotype sur les personnes handicapées. Impossible. Le plus on se dit un groupe est composé de gens qui sont très différents, le plus on va aller au-delà de nos stéréotypes et voir des individus. Mais souvent, on ne fait pas ça. Et Raki a très bien dit, c'est le truc le plus important, il faut prendre notre temps. Il faut prendre notre temps. On utilise les stéréotypes et les préjugés parce que ça nous permet d'avoir une vision rapide des gens. Si on va aller au-delà, il faut prendre notre temps. Et qu'est-ce qui manque en général dans nos vies professionnelles et dans la vie de manière générale, et surtout moi, parce qu'il est déjà 9h40, c'est le temps. Donc, merci beaucoup. Donc, je pense qu'elle va partager les slides après, donc vous pourrez me contacter si vous avez des questions, en parler peut-être on aura le temps de faire tout de suite. Et le lien qui est en bas, le bit.ly inclusion_JD, c'est vers le livre que j'ai écrit avec mon copain Patrick Charneski sur l'inclusion. Donc, si vous allez plus loin sur la notion d'inclusion, c'est en droit libre, vous pouvez télécharger, le lire. A priori, c'est pas trop compliqué à lire. Parce que si j'ai écrit, ça ne peut pas être trop compliqué, mais a priori, ce n'est pas si inintéressant que ça, donc je vous incite à le lire si le sujet vous intéresse. Voilà, j'essaie de faire très très vite, je suis désolé de speeder, mais comme ça. C'était parfait, merci beaucoup. Saïd, je crois que tu avais une question, tu as levé la main. Oui, simplement préciser que ce matin, on a la chance d'avoir Pete avec nous. C'est pour moi, c'est vraiment un des plus grands spécialistes en France. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que Pete œuvre sur ces questions depuis très longtemps. C'est un combattant de la première heure. Voilà. Pete, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur la notion d'intersectionnalité dans la discrimination, parce que c'est important aussi de raccrocher ça aux autres discriminatoires, s'il te plaît. Merci. Ouais, merci, ça, c'est vachement sympa. Et c'est sympa d'avoir quelqu'un qui est là depuis très longtemps pour dire, parce que c'est vrai que
que je commençais à travailler sur ce sujet il y a une quinzaine d'années, là, c'était pas très à la mode. L'intersectionnalité, tout bêtement, c'est le fait c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste une catégorie, on est plusieurs choses. Et on ne fait pas ainsi de travail sur le sujet, mais très clairement, on peut être discriminé à cause de la couleur de sa peau. Et très clairement, quand on est noir, on a moins de chances d'avoir un entretien de peau que quand on est blanc. C'est une évidence totale. Mais après, on peut cumuler. On peut être noir, ok, c'est une source de discrimination. On peut être noir et une femme, donc c'est 2 sources de discrimination. On peut être noir, femme, handicapé, c'est 3 sources de discrimination. Et dans l'intersectionnalité, c'est le fait de pouvoir, entre guillemets, cumuler les stigmates qui fait que on peut être discriminé non pas sur un sujet, mais sur plusieurs sujets. Juste un truc pour compléter ce qu'Eraki a dit, parce que cette notion de menace des stéréotypes, c'est vachement intéressant. J'avais une jeune femme noire avec qui je travaillais dans une association il y a quelques années, qui allait en entretien. Elle ne savait jamais si elle allait être discriminée ou non du fait de la couleur de sa peau. Parce qu'en plus, elle avait un prénom très franco-français de souche, comme on dit. Elle avait un nom de famille avec particules. Les gens n'imaginaient pas qu'elle était noire. Et quand elle allait en entretien, elle ne savait jamais si elle allait être discriminée parce qu'elle était noire. Et donc, elle dit, et je m'appellerai toujours, c'est il y a plus de 15 ans. Et elle dit un truc que je trouve extraordinaire. Elle dit, maintenant, j'annonce la couleur. Donc, elle met sa photo sur son CV. Elle dit, en mettant ma photo sur son CV, je reçois moins d'entretiens, moins de propositions d'entretien, ce qui on sait qui est la réalité. Mais quand je vais en entretien, je vais sereine. Parce que je sais que si je suis la bonne personne pour le poste, on va me recruter. Et ça, on pourra en parler longuement, mais c'est toute cette notion de privilège. Quand tu es blanc, jamais tu te dis, ah, j'ai pas eu ce poste parce que je suis blanc. Quand tu es un mec, tu dis pas, ah, j'ai pas eu ce poste parce que je suis un mec. On ne se rend pas compte à quel point, quand tu as un mec blanc, 35 ans, hétéro, non handicapé, on a une longueur d'avance sur tout le monde. Et donc, il faut comprendre qu'il faut trouver la manière à ce que les gens qui n'ont pas cette longueur d'avance arrivent à rattraper ça. Il y a plein d'autres manières de faire. Bon, j'arrête parce que sinon, je pourrais parler pendant des jours. Merci beaucoup. Oui, encore un grand merci. Eh bien, on va passer du coup à Catherine Tripon, qui est porte-parole nationale et co-animatrice de la charte d'engagement LGBT+, chez l'autre cercle. Donc, Catherine, qui connaît d'ailleurs très bien Pitstone, on vous invite à nous rejoindre. Merci beaucoup. Eh bien, merci, bonjour. Bonjour Saïd, bonjour Pete, bonjour ceux que je connais peut-être dans l'assistance. Merci pour les interventions précédentes, parce que du coup, ça permet d'évacuer la question des stéréotypes et préjugés. Je pense que tout le monde a parfaitement bien compris. Et même si effectivement, stéréotypes et préjugés ne sont pas les mêmes vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des Noirs, des Maghrébins, des personnes en situation de handicap ou des LGBT+, lesbiennes, gays, bi et trans, il y a un fond commun, bien sûr, et c'est notre enjeu, en tout cas en France, d'avoir un recrutement qui soit tout à fait différent et sans ces a priori qu'on vous enseigne finalement de manière indirecte dans votre vie courante, dans votre éducation et bien sûr à l'école. Et je regretterai toujours qu'on ne forme pas suffisamment bien nos futures élites dans les écoles de commerce, d'ingénieurs et autres sur effectivement ce qu'on appelle la diversité, qui n'est pas très présente, même si on voit un peu plus de personnes, un peu plus de gays et lesbiennes visibles, un peu plus de noirs et de maghrébins, peu de personnes en situation de handicap. Donc, on a encore un grand chemin à faire. Alors, sur les discriminations personnes LGBT+, c'est un vrai enjeu parce que ce sont des critères qui ne sont pas visibles. Le fait d'être gay, lesbienne ou bi, ce n'est pas visible. Et la majorité de ces personnes font en sorte de ne pas se rendre visibles. À l'inverse des personnes transgenres, c'est-à-dire qui sont soit ont changé d'identité de genre, soit sont en transition, et du fait, on voit qu'il n'y a pas accord entre l'apparence de la personne qui vient pour être recrutée, vous voyez arriver une femme dans votre bureau qui se comporte en femme, qui est toute une femme, sauf que au moment notamment de la recruter, ou sur ses papiers, il y a encore le chiffre 1, numéro de sécurité sociale, et que la civilité est encore masculine. Et l'inverse, évidemment, lorsqu'on fait rentrer un homme et que l'identité n'est pas conforme. Donc pour les personnes homosexuelles, donc gays, lesbiennes et bisexuelles, si vous n'avez pas l'environnement attentif et neutre, vous ne vous rendez pas visible. Pour se rendre visible, il faut avoir de l'assurance. Quand vous êtes noir, quand vous êtes maghrébin, quand vous êtes une femme, quand vous êtes un senior, de fait, ça se voit. Ça se voit physiquement.
Ça se voit, même s'il y a neutralité, il y a des éléments constitutifs. On a l'âge et on a les éléments officiels dans les données effectivement des équipes RH en matière de recrutement. Mais le fait est gay et lesbienne, ça ne se sait pas. Or, il y a des vrais enjeux. Il y a des enjeux d'abord de vie courante, de ne plus accepter des comportements, des propos inappropriés. Et vous savez pertinemment l'insulte classique qui parfois est involontaire, et c'est ce qu'on appelle, nous à l'autre cercle, la petite homophobie ordinaire. Ah là là, il est pédé celui-là, hein, il fait un peu pédé, un peu tapette. Pédé, tapette, tafiole, bon voilà, c'est pas pour ça qu'on est évidemment homophobe, vous diront ceux qui sont convaincus qu'ils ne le sont pas. En même temps, quand on veut, quand on n'est pas, on discute dans une équipe, on ne traitera jamais quelqu'un de youpin, de bougnoul ou de négro. Donc on ne dit pas pédé, tapette, goudou, travelot. C'est exactement la même chose. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des gens qui soient racistes, antisémites et sexistes, évidemment. Mais traiter quelqu'un de pédé ou trouver qu'il fait un petit peu tapette parce qu'il fait un petit peu efféminé, donc un homme qui est un petit peu efféminé, c'est un homme qui est un peu comme une femme. Donc c'est évidemment un grand compliment pour les femmes, vous avez compris. La question effectivement de ce respect-là est importante pour le quotidien, tout simplement. Nombre de personnes qui viennent au bureau la boule au ventre parce qu'ils ne savent pas effectivement, ils vont entendre des propos déplacés. Imaginez bien les lendemains de marche des fiertés un peu partout en France, qu'on appelait Gay Pride auparavant, et les propos à la machine à café, ça c'était dans le temps, on se voyait, avec les blagues un peu douteuses, des journaux télévisés où on a peut-être plus montré le côté un peu folklorique de ces manifestations qui, à 99%, sont avant tout des revendications, et des moments effectivement de dire LGBTH, gay, lesbienne, bi-trans et hétéro, on est ensemble, et on est pour cette communion et pour cette inclusion. Donc c'est jamais très agréable. Quand en plus vous n'êtes pas rendu visible, que vous avez un collègue qui est agressif avec vous ou qui a des comportements de harcèlement, tout ce qui a été merveilleusement bien décrit précédemment, est-ce que vous allez pouvoir l'activer? Si je suis noire, si je suis une femme, je peux dire à mon N+1 ou RH, j'ai un problème avec lui parce que, etc. Mais si je suis gay lesbienne et que c'est parce qu'il sait, parce qu'il m'a entendu, il a compris à travers un propos au téléphone avec mon compagnon, ma compagne, et puis peut-être qu'il m'a croisé parce que l'anonymat d'une grande ville c'est bien, mais comme par hasard, on croise souvent un collègue au supermarché, à l'entrée d'un restaurant. À l'époque, on allait au restaurant, et donc on voit bien effectivement que les deux personnes, c'est pas deux potes qui vont dîner, mais on sent bien que c'est deux personnes qui vivent ensemble. On peut avoir des moments d'intimité comme on a naturellement quand on est hétéro dans la rue, en tout cas dans la sphère publique. Ça, c'est le premier champ de ce quotidien de bien-être, de vivre ensemble. Et puis après, il y a tout ce qui s'appelle les droits. Et pour activer des droits, il faut se dévoiler. Si j'ai un problème effectivement avec un collègue ou une collègue ou ma hiérarchie, il faut que je mette sur la table le fait qu'il faut que je parle de ma vie privée. C'est parce que je suis gay que j'ai un problème avec X. Après, il y a tous les droits qui sont aujourd'hui accordés liés à la conjugalité et à la parentalité. Je vais me paxer, je vais me marier, je peux bénéficier de certains jours de congé. Il y a ce qui est légal sur un plan pratique, et puis après, il peut y avoir des conventions collectives plus généreuses, avec parfois une prime, d'autres avantages et autres. Donc, est-ce que je vais oser effectivement activer ces droits-là, avec le risque effectivement que ce soit su par plusieurs personnes, dont je n'ai pas forcément envie qu'elles le sachent, parce que leurs propos au quotidien me mettent pas forcément à l'aise. La parentalité. Un enfant va arriver dans mon foyer. Que je l'ai eu, et je dis toujours avec un peu d'humour, peu importe le sourcing, mais que je l'ai eu par une ancienne vie hétéro. Je suis avec quelqu'un que je rencontre, qui a un enfant dans sa vie hétéro, il rentre dans mon foyer, j'élève cet enfant. Que ce soit par une adoption officiellement simple de célibataire, puisque c'est encore comme ça souvent que beaucoup de gays et lesbiennes contournent la loi, quand ils n'ont pas de certitude qu'au niveau de l'assistance sociale, il y aurait une vraie neutralité. Et on a encore des vrais dysfonctionnements dans certains départements. Ou que ce soit par une PMA non encore autorisée, ça va venir, ou une GPA qui restera interdite. J'ai longtemps dit, ça fait presque 20 ans maintenant que je suis à l'autre cercle, ça date, mais je disais au début, mais est-ce que fondamentalement, vous avez envie de traiter différemment vos collaboratrices et vos collaborateurs, au prétexte que là, vous l'y autorisez? Il n'y a pas un employeur, patron, patronne, il n'y a pas un DRH qui va vous dire, oui, bien sûr, la loi ne reconnaît pas cet enfant, donc les avantages qu'on accorde à nos collaborateurs qui ont un enfant dans leur foyer, même s'il n'y a pas de lien de mariage par ailleurs, mais dans une vie hétéro, on ne va évidemment pas l'accorder aux gays et lesbiennes, puisque le droit ne les reconnaît pas. Évidemment, non. On est dans une logique, non pas d'égalité, mais d'équité. On ne va pas traiter différemment. Et donc, ceci est un sujet normal. Mais pour ça, il faut que la personne accepte de se dévoiler. Et la très, très grande majorité des gays et lesbiennes n'activent pas ces droits par crainte de représailles, à tort ou à raison. Mais s'il n'y a pas un signe fort qui dit à un moment donné,
vous êtes reconnu comme tel, que vous soyez visible ou pas d'ailleurs, mais si vous avez un problème, vous devez pouvoir aller voir notre hiérarchie, activer une cellule, une remontée de réclamation, une ligne d'écoute qui peut exister effectivement en interne, ou en tout cas faire appel aux référents RH ou référents diversité pour des petites PME qui n'ont pas forcément des grosses structures comme les grands groupes. Si vous ne faites pas ça, si la personne ne peut pas le faire, vous n'aurez plus jamais l'information. Donc, cet enjeu d'activer les droits face à des situations dans lesquelles la loi a évolué est extrêmement important. Pour les personnes trans, c'est un peu différent. Les personnes trans, alors d'abord, pendant très longtemps, les personnes faisaient leur transition quasiment proche de la retraite. Parce que, je disais il y a 20 ans, pas compliqué, quand vous, effectivement, vous entamez votre transition, vous retrouvez au chômage, soit effectivement, c'est la rue. Et il y a eu beaucoup de prostitution, effectivement, parce que personne ne voulait vous recruter. On ne veut pas recruter quelqu'un dont la parole ne correspond pas à l'état civil. Indépendamment, bien sûr, de la non-compréhension et d'un rejet, parce que cela dérange. C'est vrai que ça peut être étonnant, c'est pas dérangeant, mais étonnant. Quelqu'un, effectivement, qui n'est pas bien dans le genre dans lequel la personne, le ressenti de cette personne par rapport à son état civil, à sa naissance. Et alors, un peu comme le fait d'être gay, lesbienne, bi ou trans, est-ce que ça rend plus compétent ou moins compétent? Je serais tendance à dire d'ailleurs que, mais ça vaut pour d'autres critères de discrimination, quand vous subissez des discriminations, ça vous donne le cuir. Généralement, vous êtes plutôt costaud, et plutôt résilient, et plutôt résistant à la pression, en général. Que quand on est effectivement dans la partie normée, comme dit Pete, blanc, homme. Bon, évidemment, Pete est handicapé. Voilà. Il n'est pas en situation de handicap, c'est une grande nuance, mais évidemment handicapé, ça ne l'empêche pas d'être ce qu'il est. Moi, c'est pareil, je suis une femme, certes senior, certes lesbienne, mais je suis effectivement dans la partie majoritaire de la population française. Donc, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais pour créer des conditions de neutralité et d'interdire des comportements inappropriés en tant qu'employeur? Qu'est-ce que je fais, moi, pour pouvoir me sentir à l'aise et oser répondre à une question qu'on me pose? Ah, bonjour, t'es marié, t'as des enfants, les retours de vacances, tout le monde raconte ses vacances. Les gays et les lesbiennes ont une capacité à occulter. Alors, avec mon ami, nous sommes allés, on a fait. Ça, la neutralité, on sait faire. Mais c'est pas ça. Outre le fait que c'est pas acceptable, c'est irrespirable au quotidien pour les personnes, effectivement, de porter un masque. Imaginez, dites à vos équipes et vous-même, de toute la journée, enfin ça c'est un peu, je dirais plus une fois quand on se voit, mais de porter un masque du matin jusqu'au soir, en étant quelqu'un d'autre, en parlant pas de sa vie privée, en n'étant pas super content d'annoncer effectivement que le petit dernier est arrivé, qu'enfin votre fils a eu son bac, ou de pouvoir se confier auprès de ses collègues parce qu'on s'est engueulé la veille avec son mec ou sa nana, les choses de la vie qui fait que c'est ce qui rend le monde du travail aussi différent, c'est que on parle beaucoup de sa vie privée, on a des moments d'intimité, on évoque des choses, et puis après on a des discussions. Alors là, je ne vous raconte pas tous les débats autour de l'extension du droit du mariage pour les couples de même sexe, le débat effectivement sur la PMA, et puis le Pacs avant, ont donné des propos déplacés qui d'ailleurs se sont invités dans l'entreprise. Et à partir du moment, tout comme les comportements sexistes, à partir du moment où ce n'est pas repris, ce n'est pas forcément sanctionné, mais en tout cas dit stop, à partir du moment où on ne dit rien, ça laisse supposer qu'on peut le dire, et les personnes concernées, évidemment, vont encore moins se rendre visibles. La question de la transidentité est différente, puisque de fait, il y a une visibilité. Soit la personne, je l'ai dit tout à l'heure, la majorité ne se rendait pas visible, il y a une évolution de la société. Et en fait, c'est la société extérieure qui vient impacter le lieu de travail. On voit des films, on voit des reportages, on voit des documentaires avec des personnes trans, on commence à voir quelques outings, entre guillemets, quelques coming out, de personnes qui font effectivement leur transition, beaucoup plutôt chez des jeunes VIP, artistes ou personnalités. Et on a aujourd'hui une évolution des parents qui font que quand leur enfant sent bien, n'est pas en harmonie avec son genre, ils l'accompagnent. Et donc ce sont des jeunes qui vont rentrer dans la vie active en étant en dichotomie entre l'état civil et leur apparence. Même s'il y a une évolution de la loi d'août 2016, qui permet de changer d'état civil sans passer par ce que l'on appelle une réassignation chirurgicale, néanmoins ça se passe devant le tribunal de grande instance, qui est quand même pas un lieu très très câlin. Voilà. C'est plutôt, là, on juge plutôt des coupables, et ce n'est pas être coupable que d'entamer sa transition. C'est aussi soumis à l'approbation des juges, qui sont ce qu'ils sont par rapport à leur histoire, voire même leur propre ressenti. Et quand vous avez la chance d'avoir un employeur qui fait votre attestation pour dire « mais très heureux pour nous madame, si j'étais effectivement en transition, encore avec un état civil masculin, mais nous reconnaissons Catherine Tripon, notre collaboratrice depuis des années, en qui nous avons confiance, etc. etc. »
Ça montre bien effectivement que vous êtes bien dans le genre dans lequel vous avez toujours voulu être, et non pas l'état civil qui doit primer. Maintenant, ça reste limité. Et puis, il y a ces périodes intermédiaires. Il y a des personnes qui peuvent mettre du temps à changer, parce que de toute façon, ça prend du temps. Et cette différence-là, c'est pour ça qu'à l'autre cercle, nous avons créé un guide. C'est l'équipe de l'autre cercle en PACA. Je ne vais pas raconter notre histoire, mais voilà, une fédération, 23 ans d'existence. On est présent dans une douzaine de régions. Et on fait vraiment un travail quotidien de terrain auprès de toute catégorie d'employeurs, publics et privés. Donc, c'est l'équipe de PACA qui a piloté avec la NDRH en PACA, l'Association des DRH de France, et le soutien de la Direct et de la DILCRA, un guide très simple qui permet de dire, quand vous avez un collaborateur qui rentre dans votre bureau, dit, bah voilà, je vais entamer ma transition, oups, qu'est-ce que c'est? Les trois quarts des gens ne savent pas, ce qui est normal. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je peux reconnaître tout de suite ce collaborateur, cette collaboratrice dans sa nouvelle identité? Qu'est-ce que je ne peux pas faire par contrainte administrative et autres? Et c'est pour ça qu'on travaille aussi, et avec le cabinet de Mme Moreno, et effectivement avec un certain nombre d'acteurs institutionnels, sur l'évolution de la loi, pour des raisons pratiques. Si vous avez un outil SIRH, c'est compliqué effectivement de forcer la civilité pour mettre la nouvelle civilité, pour permettre à la personne d'avoir, si c'est effectivement une femme aujourd'hui, de pouvoir mettre madame dans la civilité et qu'on puisse dérouler le badge et tous les éléments administratifs possibles. Donc on voit bien qu'on a des contraintes techniques d'un côté et puis de l'autre, bien sûr, les fameux préjugés qui ont été décrits auparavant. Donc toute cette histoire-là, sur ces questions de discrimination vis-à-vis des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, c'est jamais qu'un combat global. Et c'est toujours de cette manière qu'à l'autre cercle, on a voulu globaliser. Il n'y a pas de différence entre un noir, un maghrébin, une personne qui a un bras en moins, un gay, une lesbienne, une personne effectivement croyante avec des signes visibles de conviction, de pratique religieuse. Il n'y a pas de différence. Ce sont ces différences-là qui font un corps. Maintenant, c'est compliqué. Et c'est très compliqué pour les générations de RH ou les managers de pouvoir gérer des équipes diverses. Parce que ça, on ne l'apprend pas. Ça revient à la boucle que j'expliquais au début. C'est qu'on forme des élites sur un plan technique, on ne les forme pas sur les questions de diversité. On n'apprend pas à nos jeunes ingénieurs, écoles de commerce ou fonctionnaires qui vont après grimper dans la hiérarchie, qui vont gérer 2, 3, 10, 20, 30 personnes ou peut-être une entité, une direction et peut-être dans une entreprise. On ne leur explique pas effectivement que c'est plus complexe. C'est pas compliqué. C'est plus complexe parce que c'est tellement plus confortable d'avoir une équipe qui vous ressemble. C'est un vrai confort. À côté de ça, ce confort a ses limites. Paupérisation intellectuelle, manque de compétences diverses pour apprécier l'intégralité d'un problème, manque de vision à 360 degrés pour réfléchir à un produit-service qui corresponde à toutes les populations et non pas celles auxquelles on pense naturellement. Je ne vous parlerai bien sûr pas de l'intelligence artificielle, l'IA, qui par nature même dans sa conception étant produite plutôt par des hommes blancs, a des stéréotypes dans la façon de construire les données, ce qui est un vrai enjeu. On en parle beaucoup sur les questions d'égalité femmes-hommes, ça vaut aussi pour les autres critères de discrimination. Et donc, en fait, c'est un travail global à faire, avec bien sûr une vraie particularité sur les questions. Et quand j'étais DGA de la NDRH, on avait fait une université justement, et un des thèmes était la conviction religieuse s'oppose-t-elle à l'égalité femmes-hommes et aux questions effectivement liées au LGBT. Et bien sûr, ça perturbe terriblement. La question, et je terminerai là-dessus, puisque j'en ai pris un peu de retard, j'essaie de faire plus court, mais la question aujourd'hui du débat sur l'extension du droit de mariage pour les couples de même sexe, c'est quelque chose sur lequel moi je respecte le fait de ne pas se sentir à l'aise avec ça. On est le produit de son histoire, son éducation, de sa culture. En revanche, ce qui est certain, c'est que les personnes qui étaient les plus extrémistes qui ont défilé dans la rue, c'était pour dire aussi qu'ils avaient une certaine conception du rôle dévolu à l'homme et à la femme, et certaines conceptions de ce que était un couple ou une famille. Aujourd'hui, tout ça a explosé. Famille recomposée. Voilà, moi je suis d'une génération, quand un enfant était divorcé, il était vraiment mis au banc de tout le monde. Aujourd'hui, les 2 tiers des mômes en classe, parents divorcés, etc. Et des mômes dont les 2 papas ou les 2 mamans viennent les chercher à l'école. Donc il y a toute cette évolution-là et on a besoin, et ce que l'on fait effectivement en tant qu'employeur, fait réfléchir aussi une majorité des salariés, qui avant des salariés sont des citoyens, peuvent être des parents. Et forcément, ça va influer sur leur vision des choses, peut-être même avoir un coming out d'un de leurs gamins, ou en tout cas mieux comprendre la position d'un copain dans le club de foot qui est toujours un petit peu à l'écart, qui venait pas au pot, etc. De mieux comprendre son environnement et en tout cas de réussir à toucher une corde plus sensible, parce que chacun, tout le monde, doit pousser ses curseurs pour faire un effort, pour mieux comprendre l'autre, même si l'autre peut le heurter dans ses convictions personnelles. Et il est 10h01. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce que certains ont des questions?
Pas de questions spécifiques pour Catherine sur ce sujet-là? Ah, non, Julie, peut-être? Non? Oui. Bonjour Mélanie, est-ce que je peux Bonjour me permettre Delphine. Bonjour. Delphine, consultante recrutement chez Mosaïque RH. Effectivement, merci Catherine pour le témoignage. Est-ce qu'on peut déduire du coup de vos propos qu'il serait pertinent peut-être d'inclure dans la formation existante, le tissu de formation qui existe en management, un cursus spécialisé en gestion de la diversité pour pallier du coup au manquement? Oui, bien sûr, il faut, je crois que Pete le confirmera aussi, il s'aide encore plus, mais oui, bien sûr, il faudrait que ça fasse partie prenante, et ce ne soit pas simplement que les équipes RH, les jeunes RH d'ailleurs, ne sont pas forcément formés là-dessus. La question des stéréotypes et des préjugés, ça fait partie de notre histoire, et ça nous constitue, et c'est normal qu'on en ait. Il faut juste effectivement avoir ces paris de l'intelligence, je dis souvent que l'on a à l'autre cercle, mais ça vaut pour nous tous, c'est de se dire, il faut que j'aille à l'encontre de ça, donc faire un effort sur soi-même. Ce qui en plus nourrit intelligemment ces process de management. Quand on a compris effectivement ces particularités, quand on a été sensibilisé et formé à ça, on va beaucoup mieux gérer des conflits divers, qui ne sont pas forcément des conflits liés à une situation de discrimination, mais simplement un conflit entre deux personnes qui ne s'entendent pas. Donc c'est très fin. La question du management, c'est un truc qui est compliqué. On peut acquérir des techniques, mais on l'a ou on ne l'a pas. On a l'empathie, on n'a pas l'empathie, on a la compréhension ou pas. Donc, il faut quand même aider au maximum les personnes. Et oui, il faudrait effectivement faire des formations. Alors, moi, je sais que j'avais fait avec l'École des Mines et avec Margie Bruna, qui enseigne, entre autres, à l'IPAG, une formation de l'ingénieur humaniste. Et j'avais fait donc quelques interventions sur les questions spécifiquement LGBT. Parce que voilà, mais c'est de façon un petit peu ponctuelle sur une ou deux écoles. Il faudrait rendre ça effectivement obligatoire. Et moi, je pense qu'on peut parfaitement, dans le cadre de ce collectif qui a été monté par Anthony et par Saïd, et avec le soutien de Miss City, on pourrait effectivement faire une recommandation auprès de Frédéric Vidal, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et la recherche, pour que justement on mette en place. Il y a des mécaniques, Dauphine, il y a des chaires diversité à Dauphine, à l'ESSEC, donc ça existe. Mais cette chaire, elle est spécifique, elle est suivie par des personnes qui vont vraiment travailler dans ces environnements-là. Ce qu'il faut, c'est dans le cursus de base sur la question culturelle en général, et je pense que ça servirait aussi beaucoup à éviter des conflits que des conflits durs, parce que des managers qui ne savent pas gérer, ce n'est pas parce qu'ils sont sexistes, antisémites, racistes ou LGBT-phobes, c'est que comme ils ne savent pas gérer, le truc traîne. Et le truc prend de l'ampleur. Et quand ça arrive au niveau de la RH, c'est parfois trop tard. On est parti sur une procédure, éventuellement avec les représentants du personnel, une action au prud'homme, et puis la personne, souvent quitte l'entreprise, donc c'est la double peine en tant que victime, et un gâchis total pour l'entreprise. Donc pour éviter les dérapages, pour anticiper le plus possible quand on sent qu'il y a un conflit, il faut donner les clés pour ce conflit. Et on ne donne pas les moyens aux managers. Donc je ne tape pas toujours sur les managers qui ne savent pas forcément bien gérer un sujet. C'est que si sa hiérarchie ne l'a pas formé, ne l'a pas donné les moyens lui a donné les conditions, tout de suite, il y ait le référent qui peut réagir et interagir pour éviter que ça ne dérape et qu'on revienne dans un cadre raisonnable où on peut sanctionner si nécessaire ou remettre de la règle auprès de la personne qui aurait eu un comportement discriminant. Et effectivement rassurer aussi la personne qui aurait subi ces discriminations, que donc le sujet a été pris à temps, c'est effectivement beaucoup mieux. Donc l'enjeu, effectivement, il est aussi là. Merci. Si je peux juste ajouter quelque chose, moi, ça fait une éternité, j'ai l'impression que je pose sur ce sujet. Si je finis avec une note d'optimisme. Moi, depuis toujours, je parle de l'orientation sexuelle et le racisme parce que je pense que c'est juste inconcevable de ne pas en parler, même si les entreprises, en général, depuis toujours, n'ont que deux sujets en tête, c'est les femmes et les personnes handicapées. Alors, c'est important de travailler sur ces sujets-là, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et l'année dernière, c'est la première fois que j'ai eu des demandes spécifiques sur le racisme, comme si les entreprises ont découvert qu'il y avait racisme dans les entreprises, quoi. Mais, donc, d'un côté très négatif, c'est qu'il y a des entreprises qui ont découvert qu'il y avait du racisme. On peut dire, mais putain, il faudrait peut-être avoir ouvert les yeux un peu plus tôt. Mais au moins, il y a des entreprises qui commencent à comprendre que c'est un sujet et qu'il faut peut-être travailler là-dessus. Et pareil sur le sujet LGBT+. C'est pendant des années, j'essaie de le dire, et dans toutes mes formations, j'ai toujours parlé en disant, vous ne vous rendez pas compte, c'est une affaire privée, c'est pas une affaire privée. Sur mes slides maintenant, j'ai une slide qui s'appelle « Quand je parle d'Audrey ». Et quand je parle d'Audrey, c'est tous les moments dans ma vie professionnelle où je parle de ma femme. Et c'est faire comprendre aux gens, mais si j'étais un mec, est-ce que je dirais quand je parle de Pierre?
Et quand les gens comprennent ça, ils commencent à se dire, ah putain, oui, peut-être c'est un sujet, quoi. Ben oui, mais ouvrez un peu les yeux. Donc, j'aime bien être optimiste, même si en ce moment c'est un peu compliqué, parce que j'aimerais bien aller au resto. Mais je pense au moins, et je pense que c'est pas anodin aujourd'hui qu'il y a un truc spécifique sur LGBT+, un truc spécifique sur le racisme. Moi, je pense que ça montre qu'on commence à un peu plus à prendre ces sujets à sérieux, alors que des gens comme Raki et Catherine prêchent un peu trop dans le désert depuis des années, et peut-être ce désert devient un peu plus une oasis, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Pete, pour cette conclusion qui clôt vraiment parfaitement ce webinaire, ce 4e webinaire de Take Your Place. Donc, merci à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui. C'était vraiment très complet et les interventions se complétaient bien les unes les autres. Donc, un grand merci. Le webinaire sera retrouvé en replay sûrement sur le site Take Your Place, ainsi qu'une série d'articles pour chaque talk. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir tout le monde. Bonne journée. Delphine, c'est cool que tu sois venue. Tu connaissais ces échanges?